Bonjour, je suis Roselyne Doré et j'ai des envies de voyage. Que diriez-vous de dessiner ensemble un espace, pourquoi pas un carré, dans lequel partager, raconter, inventer, rêver, créer, à partir d'un simple fil de soie? Vous savez, ce fil ce fil magique qui se débobine entre les mains des artistes et des artisans, et de tous les passionnés de la vie et de ses beautés en général. Voulez-vous créer ensemble cet espace dans lequel tisser, au fil des épisodes, une grande toile faite de tous ces petits riens en apparence et qui pourtant forment le sel de nos vies? Car explorer la soi, n'est-ce pas aller à la rencontre de soi, tout simplement? Ceci n'est pas un podcast, ceci est une liberté de créer. J'ai la joie de réaccueillir Caroline von Bibikoff à mon micro J'ai la joie de réaccueillir Caroline von Bibikoff à mon micro pour développer un nouvel aspect des arts de la communication et de la relation, les besoins et les émotions. Ce que j'aime dans le travail de Caroline, c'est qu'il est profondément vécu, éprouvé et incarné, comme elle nous l'a témoigné dans son précédent épisode. En effet, elle nous a raconté que dès l'enfance, elle a été mise face à une série de ruptures de liens. Est-ce cette absence de mots qui lui a permis de comprendre l'importance de ceci et qui a creusé en elle le besoin de communiquer pour mieux aimer? Ces silences lui ont sans doute aussi appris à décoder tant ce qui se dit que ce qui ne se dit pas. Ensuite, grâce à ses nombreuses formations et son expérience personnelle, chacune de ces invitations à approfondir la relation et la manière de la penser, voire de la penser avec un A, se base autant sur ses facultés innées que sur ses qualités acquises. Caroline cultive autant l'art des mots que l'art du silence, et elle veille notamment à enrichir les relations par une attention particulière à une communication à travers nos 5 sens. Que ce soit dans ses formations, ses cercles de femmes, ses séances en individuel, en couple, en groupe, et même ses voyages dans le désert, Caroline ne cesse de nous apprendre que communiquer commence par une juste écoute de soi. Et comme cette écoute est loin de se limiter aux pensées et aux croyances, approfondissons avec elle le merveilleux sujet des émotions et des besoins. Merci Caroline. Merci Roselyne, ravie de te retrouver. Alors, comme tu l'as vu, j'aime commencer par définir les mots. Aussi, quelle définition nous donnerais-tu pour les besoins et les émotions? Alors, les émotions, ce sont des informatrices précieuses. L'image que je préfère, on a terminé l'épisode précédent en parlant d'image. L'image que je préfère, c'est de voir que les émotions, c'est notre système de navigation. Si mon corps est mon véhicule, mes émotions, c'est mon système de navigation, mon GPS. La destination que je mets dans ce GPS en arrivant sur Terre, c'est la joie. Il n'y a personne qui vient s'incarner pour se faire chier, à payer ses factures, à être en tension, à être en douleur, etc. Et donc, la destination, là où je veux aller, c'est l'épanouissement, c'est l'amour, c'est l'accomplissement, c'est le rayonnement. Et sur le chemin, je vais être prise par des colères, des tristesses, des peurs, et puis toutes les gammes autour de ces thèmes-là. Et ça va chaque fois me donner une information pour me dire, tu n'es pas sur le bon chemin, c'est pas exactement par là qu'il faut aller, il y a quelque chose à traverser. Et donc, pour résumer très très vite, la colère, c'est l'émotion de l'intrusion, de l'injustice, du manque de respect. Je vais avoir besoin de réparation, de changement. C'est cette énergie qui va me donner la possibilité de faire bouger les choses. Si elle n'est pas exprimée, pas entendue, ça devient de la violence. Mais bon, voilà. La colère, c'est une très belle émotion pour dire ce qui se passe n'est pas bon pour toi. Va dans une autre direction. La peur, c'est l'émotion qui prévient d'un danger. La difficulté, c'est qu'on a 90%, 90% de nos peurs qui sont des peurs créées par le cerveau, par le mental, dans la projection qu'on se fait en fonction de notre éducation, de notre histoire, des médias, etc. Alors qu'il n'y en a que 10% qui sont réels, mais en tout cas, ça nous informe il y a quelque chose qui est en danger, il faut te mettre en sécurité. Et la tristesse, elle vient nous parler du deuil qui est à faire dans l'impermanence de la vie pour passer d'un âge à un autre, passer d'une situation à une autre, traverser, c'est-à-dire c'est vraiment nettoyer pour laisser de la place à du neuf. Donc chaque émotion nous donne une information. Et quand elle nous donne cette information,
elle peut aussi nous amener vers le besoin. Donc, quand tu demandais c'est quoi la définition, c'est que l'une prévient de l'autre. C'est parce que je ressens de l'émotion dans mon corps que je peux en entendre le message si j'ai appris bien ce langage-là et pas que je me fais juste envahir. Alors, je peux entendre le message et ce message peut m'aider à répondre à la question de quoi ai-je besoin ? De quoi ai-je besoin pour changer les choses ? De quoi ai-je besoin pour être en sécurité ? De quoi ai-je besoin pour me laisser traverser par la tristesse ? Et je vais avoir besoin de soutien, d'aide, de consolation, de solitude. Et ces besoins, en fait, traduisent des éléments essentiels pour rester en équilibre. Et quand nos besoins ne sont pas entendus, quand nous n'y répondons pas, eh bien notre équilibre ne tient plus, on est en déséquilibre et c'est ce qui va nous rendre aussi très réactionnels. Il y a beaucoup de gens qui sont en réactionnels parce qu'ils n'osent pas dire, parce qu'ils n'ont pas dit, parce qu'ils n'écoutent pas cette petite voix de l'intérieur. Et je dis « il » et je peux me mettre dedans parce que moi je dis souvent, J'entends, mais je n'écoute pas. J'entends une petite voix qui me dit « calme-toi, arrête-toi, repose-toi ». Mais j'écoute pas, j'en fais qu'à ma tête et puis j'accumule. Donc voilà, vraiment, je suis au même titre que tout le monde avec ça. On est tous logés à la même enseigne. Mais j'ai appris à apprivoiser mes émotions vraiment comme des informatrices bienveillantes en me disant « qu'est-ce que tu veux me dire ?» Alors là, tu parles vraiment déjà de cette importance, effectivement, de pouvoir prendre conscience pour soi-même de ce que nos émotions racontent sur nos besoins. Mais après, le second enjeu, c'est aussi de pouvoir les dire d'une manière qui soit recevable. Parce que souvent, dans l'émotion peut sortir, soit être refoulée, soit sortir de manière brusque. Et ce n'est pas toujours facile pour l'autre de le recevoir. Alors, qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça ? Déjà, il y a une règle de base, c'est on ne communique jamais bien dans l'émotion. En fait, on ne peut pas communiquer dans l'émotion. On peut au mieux communiquer de son émotion, de l'émotion qu'on a ressentie. C'est pour ça que je reviens sur l'épisode 1, le rétroviseur, aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Imagine une bouteille de Perrier là, ou d'eau pétillante, enfin voilà, pour ne pas citer de marque, mais on la secoue. Si on ouvre le capuchon à ce moment-là, ça jaillit, ça explose. Si on a secoué la bouteille, il faut attendre un temps, la poser avant de pouvoir que la pression redescende et qu'on puisse ouvrir la bouteille sans que ça explose. Nos émotions, c'est pareil, c'est-à-dire que le problème, c'est que comme on ne les a pas appris, on explose et on jaillit, on gicle sur l'autre parce qu'on veut se libérer d'une certaine tension. On doit apprendre à reconnaître les signaux physiques, c'est-à-dire que chaque émotion se traduit d'abord dans notre corps. Une boule, quelque chose qui se serre, qui se tord, un mal de tête, comme ça. Et de cette sensation du corps, il y a besoin de répondre à ça, soit en allant marcher, soit en se reposant, soit en faisant silence, soit en écoutant de la musique, pour qu'il y ait déjà une décharge de toute cette tension accumulée, qu'on puisse faire ce travail de réflexion sur qu'est-ce que ça me raconte, quel est mon besoin, et que ce n'est que à ce moment-là que je peux viser une qualité de relation pour pouvoir dire les choses posément, c'est-à-dire sur un ton qui va être entendable, dans un moment où l'autre va être disponible et d'une manière qui va être recevable. Donc en gros, c'est impossible. Je vois ta tête. Alors, c'est impossible. Alors, impossible, ça c'est Jacques Salomé qui disait, le possible, c'est juste un petit pas après l'impossible. Il n'y a qu'une syllabe qui les sépare. Et en fait, c'est une belle idée. C'est pour dire... On peut veiller à ça et on peut dire à l'autre « Je suis super en colère, si je continue à te parler, je vais te hurler dessus, ça sert à rien, je m'en vais ou va-t'en ou là, et quand je serai disponible à te dire, je reviendrai. » Et c'est de faire cette expérience de combien l'émotion nous prend physiquement, qu'elle nous noie le néocortex, qu'on est en plein dans le limbique, le reptilien, et que donc on réagit comme un animal, c'est-à-dire on attaque, on fuit, on fait le mort, voilà, de base. Et qu'on a besoin de laisser redescendre tout ça. Il faut savoir qu'il y a 20 minutes entre un impact, c'est-à-dire quelque chose qui va déclencher une émotion, la montée que ça met dans la chimie, la biologie, etc. 20 minutes pour que ce soit redescendu et qu'on puisse parler. Donc on a tout intérêt à pouvoir déplacer le moment où on va et de pouvoir s'arrêter. En fait, c'est aussi de se contrôler en faisant « Attends, là, je suis en train de te hurler dessus, je suis en train de te dire des trucs que je pense même pas. » Stop, je m'arrête. Et ça, c'est de la bienveillance pour la relation. Et à l'inverse, on peut aussi dire, attends,
tu es en train de me hurler dessus, tu es en train de me dire des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Attends, je t'écouterai plus tard, mais là, j'ai besoin d'air. Et souvent, on va attiser le feu de l'autre, on va continuer, on va chercher pour avoir raison, pour avoir le dernier mot, pour se soulager sur l'autre. Et ça, c'est tous des comportements qu'on peut essayer d'améliorer, d'éviter. Mais là, tu as parlé beaucoup de la colère. Est-ce que c'est valable parce que si je résume, c'est entre guillemets mettre de la distance entre le moment où on va communiquer à l'autre son émotion et le fait de digérer soi-même sa propre émotion d'abord. Mais est-ce que c'est valable pour toutes les autres émotions ou bien est-ce que c'est valable que pour la colère? Alors, merci pour ta question. C'est vrai, je parlais beaucoup de la colère. La tristesse, le besoin, c'est d'être accueilli et consolé. Mais c'est insupportable pour quelqu'un qui est triste d'entendre des leçons de morale ou des conseils ou un jugement sur le fait de genre tu dois pas être triste, elle n'a pas été correcte avec toi, enfin, tu dois pas, tu devrais, il faut que. Alors que dans ce moment-là, on a juste besoin pas d'éloignement, mais juste de bras et de quelque chose qui dit viens pleurer. Et c'est pour ça que quand je suis plus au clair sur mon besoin et sur quelle émotion me traverse, je peux aussi faire des demandes à l'autre en disant écoute, je sais que tu as plein de choses à me dire. Pour le moment, j'ai juste envie de silence et de tes bras. Est-ce que tu peux me donner ça? Et donc, en fait, c'est la dernière version, c'est le ressenti de l'émotion, c'est de toucher au besoin et puis c'est d'accéder à la demande ou à l'action juste en fonction de ça. Et donc, non, chaque émotion va être différente. Et je pense à une émotion que Enfin, je ne sais pas si on peut la qualifier en termes d'émotion telle qu'elle, mais c'est quelque chose que nous ressentons tous beaucoup dans nos sociétés. C'est le stress qu'on peut parler d'anxiété, on peut parler de peur, d'angoisse, etc. Mais on parle beaucoup de stress. Comment est-ce que toi, tu définis le stress et quel est le besoin selon toi derrière? Tu me poses une colle parce que je l'ai jamais... Au théâtre, on disait le stress, c'est le chamboulement de toutes les énergies nécessaires pour exceller. C'est-à-dire qu'on essayait d'aller sur l'idée qu'il y a un stress qui peut aussi être porteur et dynamique pour aller chercher en nous des ressources. Le stress dont tu parles, c'est comme je l'entends, c'est plus le stress du burn-out, de tout ce qui éteint complètement. Je dirais que c'est une accumulation d'émotions, de besoins qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas comblés et qui font que ça fait... on pousse notre énergie vitale dans le corps à bout, nos pensées sont toutes mélangées, il n'y a plus de clarté, il n'y a plus de vision, il y a une pression qui vient de l'extérieur mais qui vient de l'intérieur aussi. Hein. On voit qu'on se met la pression sur je dois faire ceci, je dois réussir cela, et je dois être une bonne mère, et je dois gérer mon entreprise, et je dois aller marcher, je dois perdre des kilos, et je dois manger sainement. Il y a tellement de je dois que ça met des conditions de stress, et je dirais c'est une combinaison de temps, de besoins pas entendus ou qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas la bonne réponse. Donc il faudrait le stress, en gros, il faut le décortiquer pour aller voir tout ce qui cache. Bah déjà, si tu dis il faut, ça rajoute encore de la pression. c'est comme... Voilà, il faut se défaire de son stress. C'est-à-dire, en fait, la première chose à faire, c'est d'accueillir. C'est toujours ça. C'est d'abord, est-ce que je peux accueillir que je suis hyper stressée, que je suis sous pression? Et est-ce que je peux dire oui à ça? Parce que c'est dans ma perfectionnite aiguë, je vais encore être dans non, je ne peux pas être stressée parce que d'autres le sont plus, parce que je vais me comparer. On a tous ces poisons relationnels, alors de la comparaison, de la dévalorisation, etc. Et donc, je ne sais pas s'il faut, mais en tout cas, on peut l'accueillir. Et une fois qu'on l'accueille et qu'on prend le temps de regarder, de reconnaître quels sont les besoins que j'écoute pas, quelles sont les émotions qui me traversent le plus, et on revient sur la notion du temps, en fait. Voilà. Je pense que et la relation, et le stress, et la vie, ça a besoin de temps, et que le temps circule de plus en plus vite, et que tout ça met de la pression. J'ai envie de te poser rapidement une dernière question. C'est par rapport, on a parlé de stress, on a parlé de besoins, etc. Mais justement, je sais que tu as travaillé en entreprise aussi pas mal. Je pense que la manière de communiquer en entreprise ne peut pas du tout se faire de la même manière. Enfin, pas du tout. Différemment, en tout cas, que dans un couple.
quelqu'un qui est dans une situation difficile au niveau professionnel, comment est-ce qu'on gère la communication en entreprise, d'après ton expérience ? Alors, je ne sais pas qui est on déjà. Est-ce que c'est la personne qui est en difficulté ou est-ce que c'est le patron ou le manager? Parce que c'est déjà pas la même personne et que c'est là qu'on revient dans... Il y a toujours deux personnes. Ce qui se passe quand quelqu'un est en difficulté, c'est qu'on va retrouver cette notion de peur de s'exprimer, peur de dire, parce que je ne peux pas tout dire, parce que j'ai peur d'être puni, entre guillemets, ou de perdre mon emploi, et je ne peux pas perdre mon emploi parce que j'ai des charges familiales, parce que j'ai un emprunt, et donc je vais subir et supporter. Je dirais que ce qui empêche le plus dans la communication en entreprise, c'est la peur, et certainement dans des structures hiérarchiques. Parce que c'est terrible la violence que ça crée quand je dis quelque chose et puis que c'est remonté plus haut, que c'est ramené et puis qu'on a dit que toutes ces notions de bruit de couloir. On parlait dans le premier épisode de la sécurité. L'enjeu, c'est la sécurité et c'est pareil en entreprise. Donc pour moi, c'est tout à fait la même chose. Est-ce que je peux prendre le risque de perdre? Est-ce que je peux prendre le risque de lâcher? Alors voilà, je vais terminer par ça. Je sais que tu as dit vite, mais... on pourrait se souvenir qu'on a en tout temps deux besoins qui sont antinomiques, un besoin de différenciation et un besoin d'approbation. Le besoin de différenciation, c'est de pouvoir dire « je ne suis pas comme toi, je ne pense pas comme toi, je ne suis pas d'accord, je n'irai pas dans cette voie-là, si je me respecte, je ne fais pas ça, je suis différente de toi ». Et le besoin d'approbation, c'est je veux être aimé, je veux être considéré, je ne veux pas être éjecté, je ne veux pas être mis de côté, je ne veux pas être montré du doigt, je voudrais être d'accord et puis je voudrais même avoir une certaine influence positive, une inspiration sur les autres. Quand je suis dans mon besoin de différenciation, je m'affirme, je ne reçois pas en général d'approbation. Et quand je suis dans mon besoin d'approbation, s'il est à la quête si c'est ça que je cherche, eh bien, mon besoin de différenciation, d'unicité n'est pas assouvi. Magnifique. Donc, d'abord, se mettre en sécurité par rapport à soi-même, d'avoir le droit, d'avoir toutes ses émotions, et ensuite créer le contexte pour se sentir en sécurité de le communiquer. Merci, Caroline. Merci, Roselyne. À bientôt. À bientôt.